parce que de base, c'était un CDI Mhm. et j'ai pu le passer freelance. Il bossait déjà dans cette boîte-là avec des freelances. Si de base, c'était pour un CDI, le fait qu'ils ont déjà bossé avec des freelances et que ça marchait bien, ils ont dit, OK, pourquoi pas? C'est pas qu'on s'en fout de ta personnalité, c'est juste que tu viens vraiment pour résoudre un problème. Tu sais Ouais. résoudre le problème, c'est top. Il n'y a pas tant de différence que ça. Parce qu'en réalité, Mhm. le freelance, tu le payes, mais tu ne le payes pas plus cher que le salarié, puisque tu as toutes les charges patronales derrière quand tu es un salarié. Donc Ouais. en fait, du point de vue client, ça change pas grand-chose. Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI for You, le podcast qui vous plonge au cœur de la data grâce à des interviews avec des experts du domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Moutou, data analyst en freelance. Dans cet épisode, vous allez voir comment Daniel s'est lancé en freelance, mais surtout comment il a réussi à transformer une offre qui est à la base en CDI en mission freelance en total remote. Je suis content de recevoir Daniel parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner dans cette transition freelance dans mon accompagnement Objectif Freelance. Si vous aussi vous voulez devenir freelance, n'hésitez pas à réserver un appel avec une personne de notre équipe pour voir comment on peut vous aider à réaliser votre projet. Le lien est dans la description. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Daniel. Bonjour Daniel et bienvenue sur le podcast. Hello, salut Morgan. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Yes, pas de souci. Alors, je m'appelle Daniel Moutou. Là, actuellement, je suis Analytics Engineer pour Toyota Financial Services. C'est ND en fait. Et en gros, il y a plusieurs branches au sein de Toyota. Donc, c'est la partie financière, partie finance et assurance de Toyota. Donc là, je bosse chez eux depuis novembre. Avant ça, j'étais pas en freelance. Avant ça, j'étais en CDI depuis 2018. J'ai eu de l'alternance avant, mais c'est un petit peu différent. Donc, disons depuis 2018, dans la data, j'ai commencé en fait avec un diplôme d'ingénieur, rien à voir. C'était du génie industriel, génie mécanique, avec une partie évidemment sur le business, mais bon, très différent. Et en fait, je suis rentré chez Renault Nissan Consulting en tant que business analyst. À partir de ça s'est passé assez rapidement parce que dans le cadre de la mission où on devait en fait travailler sur de la réduction de diversité, c'est-à-dire essayer d'uniformiser un petit peu et réduire le nombre de pièces qu'il y a dans les véhicules pour faire de la réduction de coûts. En fait, on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte, moi, en bossant avec un gars du BCG, qui était plutôt sur la partie stratégie, qu'il nous manquait quelqu'un pour la donner. Parce que moi, j'étais business analyst, donc faire des recommandations. Le problème, c'est que on n'avait personne qui était capable de nous fournir la donnée dont on avait besoin pour faire les recos. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dû faire ce shift-là, utiliser la donnée. Donc, on a travaillé sur des bases de données Excel et ensuite sur Power BI pour faire de la création de rapports. Et c'est à partir de ça, donc c'était 2018, octobre. Je pense qu'à partir directement de février, janvier, février donc 2019, je me suis rendu compte donc qu'il fallait passer data analyst. Donc c'est ce que j'ai fait, avec également toujours la partie business qui est associée euh, à ce travail, c'est inhérent. Et je suis donc devenu data analyst à partir de là. Donc à partir de janvier, février 2019 jusqu'à maintenant, analytics engineer, mais c'est en fait un ajout, on va dire, avec la partie engineering. Mais donc depuis ça, je suis dans la data. Donc j'ai bossé chez Renault, ensuite j'ai bossé chez GS1, c'est l'organisme en fait qui standardise tous les codes barres pour toutes les personnes qui veulent vendre, faire du commerce sur Internet. Hormis donc les grosses boîtes qui ont leur propre code barre, Carrefour, Amazon, autres, mais ceux qui veulent vendre, par exemple, via ces plateformes, doivent passer par GS1, France ou peu importe, ils ont des antennes dans les différents pays pour pouvoir vendre. Donc en tant que data analyst, encore, c'était sur une refonte et une création de stratégie e-commerce. Ensuite, tu passais à la Société Générale, rien à voir, donc côté banque, sur des travaux associés à l'optimisation en fait des cas d'usage cloud. Il y a un data office qui existe au sein de l'AG, un petit peu comme partout maintenant, où ils essayent voilà, d'avoir des use cases de plus en plus pertinents et de plus en plus nombreux sur le cloud. Donc il y avait une partie associée à mon côté data analyst pour faire de la création de rapports, un petit peu d'évangélisation au sein donc des métiers pour que les utilisateurs s'intéressent à Power BI, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et aussi une partie, grosse partie transverse gestion de projet sur des problématiques qui sont liées au GDPR, par exemple, enfin, le RGPD plutôt en français, puisque dans le cadre de la banque, on a beaucoup d'exigences et de règles associées à la compliance, la sécurité des données, notamment quand on part sur le cloud, puisque comme on bosse avec des données clients, avec des données donc de peu importe religieuses, des données personnelles, tout ça,
on doit faire très attention. Surtout parce que dans une banque, on a un risque d'image et des risques en fait liés aux amendes Hmm. que les régulateurs européens, comme la BCE par exemple, vont nous coller. Donc c'est très 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 important. Toute la gouvernance également qui est associée. Donc j'avais cette partie-là. Gouvernance, RGPD, transverse, les services cognitifs également. Ça, c'était pour la partie data analyst. Donc connaissance donc des services cognitifs, l'ossérisation des documents, un petit peu de LLM. Moi, j'en ai pas fait, mais j'ai bossé sur des problématiques liées au LLM et toute la partie data analyst pour la création de rapports, le contrôle également, puisqu'on a des règles métiers associées à la banque qu'il faut respecter. Donc voilà, créer des rapports et de suivi et d'analyse de ce qui existe et de ce à quoi il faut faire attention dans le cadre de la banque pour être sûr qu'on ne se mange pas en fait des amendes par la BCE ou autres régulateurs. Et Ok. ensuite, après ça, donc là, comme j'ai dit au tout début, à partir de début novembre, passage en freelance pour ND, donc la partie assurance de Toyota. Pourquoi tu t'es dit, allez, tiens, je vais passer en freelance plutôt que de reprendre un CDI? Ben, en fait, c'est un sujet, moi, que j'avais en tête déjà depuis quelques temps. En toute honnêteté, j'ai eu un truc qui m'est arrivé personnel. C'était une sorte de maladie, un staphylocoque doré, un truc que je connaissais absolument pas. C'est un truc qu'apparemment 40% des personnes portent sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et d'un coup, c'était en janvier 2024, je crois, un truc qui s'est déclenché. J'ai fini aux urgences, bref, un truc très très étrange. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, ce projet-là que j'avais et que je souhaitais faire attendre un petit peu, peut-être sur un an, 2 ans, finalement, je sais pas où je serai dans un mois. Donc je me suis dit, allez, go, c'est parti, je le lance. Donc j'en ai parlé avec mon chef, on s'entendait très bien, donc il n'y a eu aucun problème avec ça. Donc j'en ai parlé en avril et je suis sorti en août, fin août, au début septembre même, je crois, de l'ASG. Donc c'était ça. En même temps, donc, ce qui m'est arrivé, et puis parce que bah, c'était un projet que j'avais, je savais que, il fallait que je commence à proposer bah, ce que je sais faire de mieux à différents clients, et puis également que je sois sur des projets spécifiquement ce sur quoi je voulais travailler. Parce que comme je l'ai dit juste avant, par exemple à l'ASG, quand on est transverse, c'est comme, bah, je sais pas moi, les employés polyvalents ou peu importe, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais il y a souvent une partie qui t'intéresse et un Ouais. certain pourcentage de la mission qui, tu le fais parce que c'est ton poste, mais t'as pas vraiment envie de le faire. Tu peux être bon Oui, dedans, ça ne change rien. Voilà, parfois tu vas être à 100% sur ce qui t'anime vraiment, sur ce que tu veux vraiment faire. Moi, c'était mon cas. Ça, plus évidemment les revenus. ouais. On va pas mentir. Et effectivement, on travaille tous pour être payés, hein. De toute façon, Exactement. c'est ça l'idée. Mais effectivement, il y a aussi de la recherche d'une certaine forme de liberté sur le choix de sur le choix de tes missions. Clairement. Tu t'es dit, bah tiens, je vais me lancer en freelance. Tu as rejoint du coup notre accompagnement système freelance pour Ouais. faciliter cette transition. Ouais. Pourquoi tu t'es dit, bah tiens, je vais rejoindre voilà, une formation d'accompagnement plutôt que de dire, bah tiens, je vais me lancer, je vais essayer de voir tout seul ce que je peux faire. Alors, en fait, ça n'a pas été ce choix-là que j'ai fait. C'est plutôt, de base, j'avais déjà commencé à lire des livres, prendre des notes, parce que je prends systématiquement des notes. Donc, j'avais déjà de l'information. J'avais lu, par exemple, je crois que c'était la boîte. Comment ça s'appelle déjà? La boîte à outils freelance. Tu sais, il y a une série comme ça, tu as des trucs pour les nuls. Et tu as également une autre série de livres. C'est la boîte à outils pour X ou Y. En l'occurrence, c'était freelance. Donc, celle-ci, je l'avais. Mais ce qui a fait que j'ai rejoint la formation, c'est parce que j'avais déjà pris une formation côté Benjamin sur data upscaling. Ouais. Je trouvais ça vraiment, vraiment efficace. L'apprentissage et la pédagogie en fait de Benjamin, j'ai trouvé ça cool. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris le pas, en fait, fait le choix de prendre cette formation. J'aurais pu lire encore, j'aurais pu apprendre encore sur Internet, ChatGPT, peu importe. Mais comme j'ai vu la qualité de la formation de base sur data upscaling, je me suis dit, je pense que, puis même on avait échangé également, parce qu'il y avait eu des échanges sur le début de la formation, ce que ça va être, à quoi ça va ressembler. Ça avait l'air cool. Donc je me suis dit, OK, c'était intéressant data upscaling, j'ai appris des choses. Je pense que cette formation-là, ça va être du même niveau. J'ai pris et pas déçu. Ça, c'était ton point de vue au début. Finalement, c'est quoi qui t'a le plus aidé dans ce qu'on avait pu proposer? Dans le contenu de la formation, Ouais. alors moi, je pense, parce que là, il y a une partie que j'ai pas encore évidemment utilisée parce que mon statut, je suis encore en portage, mais ce qui m'a énormément aidé, je pense, c'est toute la partie
préparation du profil et création également du dossier de compétences. En fait, il y a tout, déjà le dossier de compétences, je ne connaissais pas. De base, moi, j'étais sur des CV classiques. On essayait de faire une page et de tout rentrer, de mettre un petit peu d'informations concernant le profil, entre guillemets, ce qui va permettre de créer une sorte de compatibilité en CDI avec l'équipe. C'est pas le cas dans le cadre de dossier de compétences, et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Ça, plus donc les méthodes pour trouver des missions, définir un peu donc des objectifs et des attentes, fixer le TGM, etc. C'est des choses, moi, dont j'avais absolument aucune idée, et ça m'a énormément aidé. Mais pour en revenir vraiment à la partie la plus, en tout cas maintenant, qui m'a le plus aidé, c'est vraiment ça. C'est créer mon Ok. dossier, me faire une visibilité sur LinkedIn, sur les profils, sur les différents portails freelance en général. Et grâce à ça, en fait, maximiser ma visibilité. Et pareil, possible pour les tips sur comment identifier, contacter, se connecter à des recruteurs. C'est quelque chose que Ouais. moi, je ne faisais jamais. Échanger avec des head-off, avec des talent recruteurs ou autres. Quelque chose que je faisais jamais. J'allais plutôt chercher, quand ça m'arrivait, donc les missions directement sur LinkedIn ou autre plateforme, et jamais via les recruteurs. Ça m'a beaucoup aidé. Je me suis fait pas mal de contacts d'ailleurs. J'ai même posté un truc sur le sujet sur LinkedIn où j'expliquais quand même aux gens, puisque ça fait ça fait pas 1000 ans maintenant, ça fait que 3 mois et demi après que je suis dedans, mais j'ai déjà en 3 mois et demi découvert des choses sur les recruteurs. Donc je Ouais. conseille justement dans ce poste-là, c'est de quand on fait notre recherche et notre ajout donc de recruteurs, c'est de faire en fait une sorte de distinction entre les bons, les mauvais et ceux où c'est encore un peu neutre. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont là en fait pour juste prendre ton CV, aller monter une base, d'autres pour aller prendre des contacts et aller eux les Ouais. démarcher. Enfin bref, tu te rends compte voilà, en échangeant que tout le monde n'est pas là vraiment pour te recruter. Ouais. Et c'est intéressant. C'est un truc à faire que moi j'ai découvert que j'avais jamais fait. Et ça me serait jamais arrivé si j'avais pas eu l'info. Peut-être que je l'aurais eu, quoi. Mais plus tard, en ayant lu un livre dans 2, 3, 4, 6 mois, quelque chose que j'aurais pas eu sans la formation. Donc, top, Ouais, ça t'a permis d'accélérer finalement et de passer largement, rapidement. largement. Et puis Et du même, coup, il y avait des informations concernant les différentes aides, la création de hmm. boîtes ou autres, que j'aurais peut-être pu trouver. Mais voilà, le fait d'avoir tout synthétisé comme ça sur quelques vidéos, bien expliqué, avec le détail de pourquoi, comment, une sorte de bench un petit peu sur les différentes possibilités et les différents statuts, c'est vraiment bien. En vrai, c'est le gain de temps. Souvent, la formation, c'est ça, c'est un gain de temps. Du moins, quand c'est bien fait, moi, c'est quelque chose que je valorise. Je préfère payer un truc à me faire gagner du temps que faire la même chose, potentiellement un peu moins bien et mettre, je sais pas moi, 6 mois de plus, 1 an de plus, quoi. Ouais, moi je suis dans la même logique. Enfin, surtout quand on est freelance, où en fait on se dit, bah, un jour, c'est genre, allez, c'est facilement 400, 500, 600 balles, ça dépend. Et ben, si on peut prendre une formation qui te fait gagner une semaine, bah en fait, c'est juste, on a juste rentabilisé la formation, quoi. Exactement. Donc, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, de faire gagner gagner du temps aux personnes, de lui mettre un peu. L'idée, c'est pas de créer une encyclopédie avec toutes les informations, mais plutôt de sélectionner a priori les informations les plus utiles pour les personnes et de montrer en fait ce qui est le plus optimisé pour nous, parce par exemple, là, dans la boîte à outils pour freelance, j'imagine que c'est freelance qu'importe le type de métier, alors que nous, dans la tech, il y a quand même des options qui Exact. seront bien plus favorables à prendre pour nous, notre problématique, parce que nous, on a à la limite souvent qu'un client, on va facturer assez cher, et on n'a pas les plus grosses problématiques des clients, des freelances habituellement, quoi. Exactement, je suis d'accord. C'est vrai que d'habitude, ils te disent que, attention, tu factureras jamais toute l'année, tu n'auras pas assez longtemps. C'est vrai que c'est différent, à moins de tomber sur des missions voilà, de 2 mois, ce qui est rare en data. Voilà, Hum, nous, habituellement, tu as toute l'année. Si tu pars sur 1 an, tu pars sur 2 ans, 3 ans, bah, tu as toute l'année. C'est vrai qu'on n'a pas on a le statut voilà, qu'on peut percevoir comme précaire parce qu'effectivement, tu vas dégager plus rapidement qu'un CDI, mais en soi, t'es bon et la mission, elle est prévue pour durer 1, 2, 3 ans, bah, tu seras là pour 1, 2, 3 ans, quoi. ouais, c'est ça. Et moi, c'est relatif, quoi. Contrairement à quelqu'un qui, je sais pas, moi, est peut-être dans le design ou Ouais. autre. Voilà, c'est des contrats qui sont moins longs, c'est différent. Hum. Et là, actuellement, ton client, tu l'avais trouvé via quel canal?
Alors, c'était LinkedIn. En fait, là, moi, j'étais sur différentes plateformes qu'on connaît. Euh, et au final, c'est quelqu'un plutôt sur LinkedIn qui m'a contacté, un recruteur sur LinkedIn qui m'a recruté par rapport à mon profil qui était optimisé. Alors, je l'avais déjà optimisé, mais j'ai quand même pu rajouter quelques petits éléments sur base de la formation. Donc, ça peut être aidé, en tout cas. C'est tout à fait possible, je pense. Donc, j'ai été identifié via LinkedIn, quelqu'un qui pensait que voilà, le profil matchait. On a échangé, on a fait un test sur le dossier de compétences, c'est passé. Recrutement technique avec Toyota Financial Services, enfin, c'est ND, IO Inside Doha. Voilà, c'est la partie assurance. Ça a matché. Ensuite, comment ça s'appelle? Interview avec la lead data analyst avec qui j'allais bosser. Très bon fit. Et c'est parti, je pense, 2 semaines plus tard, parce qu'il y avait des éléments Ok. associés à la facturation, associés au contrat. Mais en soi, ça s'est fait rapidement à partir du moment où j'ai eu l'échange. Mais avant ça, ça a mis du temps quand même, parce que là, j'ai commencé en novembre et j'ai mis environ 2 mois. 2 mois de rien, pas de recherche en l'occurrence, Ouais. 2 mois sans salaire, sans rien, parce que pas de mission. Ouais. Associé donc à la fin côté SG et donc au démarrage chez ND. Ouais, c'est pour ça que souvent je recommande aux personnes en disant, bah tiens, avant de lâcher un CD, etc., essayez de commencer à mettre en place les différentes briques parce que en fait, ça met un peu de temps déjà à mettre, de temps de trouver notre manière de prospecter, faire le dossier de compétences, comme tu l'as dit, mettre sur toutes les plateformes, etc. Ça prend quand même un peu de temps finalement. Et le fait de le préparer en amont, ça raccourcit un peu cette durée d'intercontrat Ouais. la plupart du temps. Là, toi, actuellement, ta boîte, elle est où? Parce que je pense que tu es en total remote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ta boîte, c'est où les bureaux, par exemple? Alors, le quartier général, on va dire, ils sont à Londres. Après, c'est Toyota, donc c'est Japon, mais ils sont à Londres. Et ensuite, on bosse de partout. Il y a de la Serbie, du Portugal, Londres, France, de l'Allemagne, il y a un peu de tout. Mais le quartier, on va dire, ils sont à Londres. Et toi, c'était un truc que tu voulais vraiment, le total remote, ou c'est arrivé un peu comme ça avec l'offre? Alors, c'est un truc que je voulais absolument, mais j'étais totalement lucide sur le fait que, contrairement à ce qui existait visiblement avant, moi, j'étais pas dedans parce que j'étais encore en CDI à ce moment-là, mais ce qui existait en fait depuis et juste après le Covid, lucide sur le fait que c'est pas du tout, du tout, du tout la norme maintenant. Toutes les propositions, tous les échanges, toutes les offres que j'ai vues, c'était du 2 jours de TT, 3 jours de TT et Hmm. encore plus de 2 jours de TT. Et là, au final, j'ai eu le full remote que je voulais, mais que j'avais pas du tout en critère rédhibitoire. C'était pas du tout soit TT, soit full TT, soit rien. J'étais en, si je Ouais, l'ai, c'est génial. Si je l'ai pas, deux, peut-être trois, je prends. Deux, ok. j'étais vraiment, ça me dit rien parce que à la SG, j'étais à 3 déjà. Donc Ouais. redescendre, flemme. Mais Hmm. au final, je l'ai eu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai échangé avec le recruteur de base, c'était pas du tout mentionné tel quel. En fait, on n'avait pas du tout parlé du TT. Ouais. Je considérais qu'il y en avait deux, trois. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc je me suis pas dit qu'il y en a zéro. Donc je me suis dit, OK, allons-y, ça a l'air intéressant. Et en fait, dans la discussion avec le recruteur, je parlais à un moment de où sont les bureaux. Et il m'a dit, alors t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème avec les bureaux parce qu'en fait, c'est full remote. Donc, Ouais. top, top. Par Nickel. contre, c'est peut-être une question que tu me poseras après, je sais pas, tu me diras, mais c'est plutôt sur le comment cette mission euh, est arrivée. Parce que de base, c'était un CDI Hmm. et j'ai pu le passer freelance. Ah ouais, comment t'as fait ça? C'est vachement Ouais. intéressant, En ouais. fait, ça n'a pas été très compliqué parce que j'ai eu des propositions de CDI, j'en ai plein vraiment avant et j'en ai essayé plusieurs en passage CDI, ça n'a jamais marché. Et là, je pense que ce qui a fait mouche en baisse, c'est que je pense ils bossaient déjà dans cette boîte-là avec des freelances. Ouais. Donc, si de base c'était pour un CDI, le fait que ils ont déjà bossé avec des freelances et que ça marchait bien, ils ont dit, OK, pourquoi pas. Moi, au final, le statut m'importe peu. À partir du moment où tu livres et à partir du moment où Ouais. ça se passe bien avec le client, pas de problème. Donc, on a fait un contrat en freelance, au final, et Hmm. c'est passé. Donc, ça Ok. devait être un CDI,
c'est passé en freelance, ça devait être, non, ça devait pas être full remote. C'était full remote de base, juste je le savais pas. Et donc, Hmm. ça. Non, ça c'est vachement intéressant parce que la plupart des personnes ils refusent catégoriquement directement les CDI, alors que bon, peut valoir le coup parfois d'en discuter pour essayer de le passer en freelance. Les boîtes qui ont l'habitude avec les freelances, ça va aller. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des boîtes où eux, ils sont pas du tout ouverts au freelance et même vous avez beau être le meilleur candidat du monde, ça va pas passer. Toi, du coup, c'est quelque chose que tu vas refaire après pour ta prochaine mission pour rechercher, te dire, bah tiens, je vais quand même Ouais, répondre à des CDI ouais. et potentiellement, je pourrais en transformer. Ouais, exactement, je vais le refaire. Parce que là, j'ai vu que c'est faisable. Après, tu sens quand même, il y a une odeur un petit peu, tu sais, Mm, en échangeant, est-ce que c'est potentiellement faisable ou est-ce que c'est mort d'office. Par contre, j'ai vu aussi quelque chose, et je pense que c'est un problème qu'on rencontre tous, c'est que fonction de l'affinité que le recruteur a avec le client, ou de sa seniorité, ou peu importe, il va pas forcément oser en parler au client. Ça veut dire que si le mm. Ouais, client lui a dit de base, moi je veux un CDI, et que toi, tu viens en fait en tant que freelance, au lieu d'aller potentiellement voir le client, ok, le profil il est top, il y a tout ce qu'il faut, il coche toutes les cases, je pense qu'on devrait quand même faire le test, bah, tu mm, vois, ils vont faire un demi-tour directement. Ils vont dire non, c'est moi le recruteur m'a dit, pardon, le client m'a dit, je veux un CDI, off, ce sera un CDI. Et ouais, tu le sens, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, tu le sens en commençant à échanger, tu négocies, tu discutes, tu tâtes un petit peu le terrain, tu te rends compte, je pense, assez vite parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, que c'est un non catégorique, c'est un peut-être et c'est un oui. Après, le oui, c'est rare, parce que c'est vrai que quand tu demandes CDI, derrière, il y a souvent un petit peu soit une incompréhension euh, du statut, parce que en fait, ouais. en termes de qualité de boulot, en termes de sécurité, en termes de montant et autres, il n'y a pas tant de différence que ça. Parce qu'en réalité, Mm, mm. le freelance, tu le payes, mais tu le payes pas plus cher que le salarié parce que tu as toutes les charges patronales derrière quand tu es un salarié. Donc en Ouais, fait, point de vue client, ça change pas grand-chose. Par contre, tu peux permettre à c'est pas ton employé, mais à ton collaborateur, on va dire, de gagner plus s'il est en freelance qu'en CDI. Donc au ouais, final, positif. Et si tu l'aimes pas, bah, tu le dégages. ouais. Alors que ton CDI, dans le cadre de la période d'essai, bon, tu peux le dégager, mais en fait, une fois qu'il est là, Ouais, il y a pour longtemps, il est quoi. là. Alors que nous, la freelance, tu dois fournir en fait à partir du jour 1 jusqu'à ton dernier jour. Contrairement à un CDI où tu peux te permettre de temps en temps d'être pas forcément mauvais, mais de te relâcher un peu parce que tu as cette Mm. sécurité du CDI. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ça aussi. Certains clients qui n'ont peut-être pas la vision complète de ce qu'apporte le freelance et qu'au final les risques associés au freelance qui part du jour au lendemain, je pense que Mm. c'est plus un mythe qu'autre chose. Et en réalité, bah, le salarié CDI, s'il veut faire la même chose, il va le faire. Ouais, S'il veut ouais. partir, que tu sois freelance ou CDI, tu vas partir. Ok, tu auras peut-être ton 3 mois de préavis si tu es hors période d'essai, mais en fait, que ce soit 3 mois ou un mois, ça va te prendre du temps, toi, en tant que client, pour aller re-recruter, reformer, onboarder, machin. Mm, Ça mm. change rien, hein. Mais bon, je pense que c'est un peu Ouais, quelque chose c'est dans le qui est mindset, ancré quoi. en fait dans la tête et c'est pas forcément juste et c'est peut-être à nous aussi hein, d'être capable de faire comprendre aux clients si on arrive à aller à travers le recruteur. Voilà, en tant que freelance, on a des trucs à proposer. Ça peut être similaire, voire plus intéressant qu'un CDI. Donc, ne pas. Bah, en fait, comme le client ne devrait pas refuser d'office des freelances, nous, on ne devrait pas refuser d'office des CDI Ouais. parce que c'est possible de transformer. C'est difficile. Moi, j'avoue, j'ai réussi à le faire là, mais j'ai eu au moins 6, 7 refus catégoriques. On me Mm. voulait en CDI et moi, j'ai demandé freelance et on m'a dit non. Donc, c'est pas Ouais. quelque chose, je pense, de, 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 de naturel, mais ça Mm. peut se faire. Et au Ouais. final, quand ça se fait, bah, c'est top. Ouais, souvent, c'est un peu le truc du client. On se dit, ouais, mais le CDI peut me lâcher n'importe quand. En fait, pas forcément, parce que déjà, on est engagé contractuellement et Ouais, tu peux être engagé contractuellement, des fois pour 6 mois, hein. c'est Tu peux être ça. engagé contractuellement pour plus longtemps qu'un CDI. Donc, Mm. tu peux te protéger là-dessus. Tu as de la flexibilité en mode, s'il y a des problèmes, tu peux le dégager plus facilement. Il y a ça aussi. Et aussi, enfin, le mec en freelance, il doit toujours être à fond sur les technos, etc. Il arrive, il doit faire la différence sur les premiers mois, il doit être à fond, etc. Comme tu as dit, le CDI,
tu peux plus te relâcher une fois que un peu la période d'essai est partie. Exact. Et le CDI aussi, j'avais vu la SAT, je ne sais plus exactement combien c'est, mais c'est la moyenne dans une boîte, un CDI, entre 2 et 3 ans, un truc comme ça, hein. Donc Ouais, en soi, ouais, ouais. il va pas rester tant de temps que ça, beaucoup plus Ah que bah le ouais, freelance, quoi. là, c'est ça. Donc, et comme le freelance doit facturer, s'il lance une mission, la mission est cool, le TGM est correct, et voilà, ça se passe Bah, tu bien. restes. Ouais, tu En fait, restes. tu peux rester 3 ans, je t'en Bah ouais, fous, hein. c'est Enfin, ça, c'est ça. Déjà, on a cette vision, mais tu vois, il y a là, je pense que c'est ancré dans la tête pour les clients, bah, freelance égale risque qui partent. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Eux, ils peuvent nous hum, faire sauter, comme nous, on peut partir, mais en fait, voilà, comme tu viens de dire, si ça plaît, si ça se passe bien, la relation est bonne, hum. le reste. Je pense c'est quoi qui a fait la différence entre ton profil et les autres profils que le client a pu recevoir? Je pense que, alors en fait, le match avec la tech lead, il a pas été parfait, mais si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que sur les technos, j'avais les bonnes technos, j'avais les bonnes technos, la bonne connaissance et j'avais de la visibilité parce qu'en fait, la tech lead a dit qu'elle voyait, peut-être elle a regardé un peu mes posts sur LinkedIn, elle a vu le profil, j'avais vraiment tout détaillé, les missions, les objectifs, les résultats chiffrés et autres. Ça lui a plu et en fait, quand on a fait l'échange, j'ai su répondre en fait alors pas 100% des problématiques, mais j'ai su vraiment répondre aux problématiques. Donc, elle m'a dit que elle avait eu c'est pas un coup de cœur, mais elle avait eu une très bonne impression sur le profil de base. Donc là, je pense qu'à partir de là, on devait être 4-5, je pense, entre guillemets, shortlistés sur le profil de base, les technos, ce qu'on a fait auparavant. J'avais bossé en plus un petit peu dans l'automobile avec Renault, pas l'assurance du tout, mais voilà, il y a au moins une compréhension liée à Ouais. l'automobile donc qui a pu jouer. Et je pense que ce qui a vraiment ensuite fait la différence, c'est au moment de l'interview, partie technique et partie ensuite entre guillemets business, vraiment métier, où ça a été un match parfait, où on avait vraiment un échange. On était plus sur une interview. À partir du moment où on a passé à la technique, on était vraiment sur un échange de fournisseur de solutions à quelqu'un qui a un problème. Donc, elle me Hum, disait, OK, donc on a telle problématique-là. Est-ce que tu saurais nous aider? Comment toi, tu envisagerais de résoudre ça? Et on échangeait vraiment sur un échange en fait de problèmes-solutions. Ça a été vraiment une discussion très, très fluide. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a collé. Puisqu'elle m'a dit, enfin, elle a dit au recruteur à la fin qu'elle a été impressionnée par l'échange. Et hum, j'avais vraiment en fait, le profil collé à l'échange qu'on a eu, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait échangé avec un autre où, entre le profil décrit et l'entretien, il y avait une sorte de gap. Ça ne veut pas dire qu'il mentait ouais. du tout, hein. C'est juste que je pense juste que voilà, il y a eu un fit différent. Le profil avait l'air très techniquement bon, mais l'échange était un peu moins, je pense, où j'ai eu de la chance, voilà, j'ai su répondre, mais voilà, il y a eu ce fit vraiment qui s'est fait, et je pense que c'est euh, souvent le plus important, à partir du moment où tu as Ouais. réussi à passer le filtre de profil anonyme avec les technos, c'est est-ce que tu sais répondre à la problématique du client? Parce que tu peux être bon, tu peux avoir fait X années dans le domaine, tout ce qui l'intéresse, même si tu n'as fait que 6 mois par exemple, c'est est-ce que oui ou non tu vas savoir répondre à son problème de la manière la plus efficace possible. C'est le seul élément qui compte. Contrairement par Ouais. exemple à un CDI où on aimerait quand même que ça fit niveau équipe, parce qu'on va échanger, parce qu'on bossera ensemble, parce qu'il y a une sorte de, tu t'émules un petit peu, tu crées quelque chose dans le cadre de l'équipe. En tant que freelance, c'est différent. C'est pas qu'on s'en fout de ta personnalité, c'est juste que tu viens vraiment pour résoudre un problème. Tu sais Ouais. résoudre le problème, c'est top. Après, on va pas prendre le gars qui ne parle jamais aux autres ou qui est incapable de parler anglais, par exemple, parce que là, c'est du full anglais. Et voilà. Si la base est bonne, si en plus de ça, tu es capable de répondre à 100% à la problématique, c'est toi qui vas fitter. Ouais. Non, je suis d'accord parce que la plupart des personnes pensent que bah, en fait, ouais, il faut fitter technique, la technique, la technique. Et en fait, quand tu regardes sur les postes, d'autant plus sur le côté freelance, c'est que la point de vue business, en fait, c'est ça qui va jouer aussi beaucoup. Quand je parlais avec des recruteurs, ils me disent, bah, en fait, moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un qui soit bon techniquement, mais qui en même temps s'intéresse au business, qui s'intéresse voilà, aux problématiques du projet, etc., etc. Et c'est totalement cohérent parce qu'en fait, ce qu'on demande à un dev,
c'est pas que lui, c'est un meilleur dev, donc il va coder par exemple cette feature inutile en 2 semaines plutôt que 4, mais plutôt qu'on se dise bah, que ce dev-là dit bah, en fait, ça, c'est inutile. Comme Ouais, on a pu en discuter un petit peu au début de la conversation, où tu as dit, bah ouais, là, ok, je pouvais faire le dashboard, mais en fait, il y a des problématiques qui touchaient à la transformation des données. Donc, je leur ai dit, bah là, en fait, la première étape sera plutôt de restructurer voilà, la modélisation des données c'est avant ça, le dashboard, parce qu'on va gagner du temps après. Et ça, c'est exact. des choses que, si c'est de la partie technique, mais c'est la partie aussi projet, tu te projettes dans les futurs dashboards que tu pourras faire. Tu te projettes dans la maintenabilité aussi des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra apprécié, quoi. C'est ça, ouais, je confirme. Et c'est d'autant plus complexe que il faut, et c'est un élément en fait qui est lié plutôt aux soft skills qu'aux hard skills, et parfois en fait on manque, surtout dans la data, on se focalise beaucoup sur la technique, mais la capacité en fait de négociation et de persuasion dans ce cadre-là, c'est ultra important. Parce que là, par exemple, ce dont tu viens de parler, c'est la meilleure manière en fait d'accumuler la dette technique, c'est quand tu as un problème de fond, tu vas aller faire du one shot parce que on a rapidement besoin d'une réponse et derrière c'est bâclé. Sauf que ce qui va se passer à chaque fois, c'est que il faut se bagarrer avec le métier parce que il y a d'un côté le métier qui a besoin de réponses immédiates ou le management, l'exécutif, peu importe, ils s'en foutent de comment ça se passe derrière. Le problème c'est que soit tu dis OK, je vais faire rapidement et je vais répondre aux besoins, ce sera bâclé, il y aura une réponse et je devrais y revenir ensuite dans 3, 4 mois, 6 mois et pour tout refaire, ou j'arrive à poser les bases, j'explique que voilà, le statut c'est ça, le problème qu'on va rencontrer c'est ça. Si vous voulez réellement avoir des réponses que ça tienne sur le long terme, il va falloir faire une refonte, on modélise la donnée, on met ça au propre, on transforme, on nettoie, et ensuite ça va aller très vite parce que si le modèle est propre, la modélisation, la création des dashboards ou autres, et ensuite l'analyse, la création d'insights, ça va très vite parce que la donnée est propre. Au contraire, si Mhm. tu fais ça en fait dans l'autre sens, tu vas mettre 1000 ans à créer tes dashboards, ta donnée. Ça, enfin bref, ça va dans tous les sens, enfin, dans tous les domaines, pardon. Et c'est ça. Faut être capable en fait d'imposer un petit peu sa vision. Donc c'est l'intérêt aussi, je pense, d'être indépendant et d'être recruté en fait pour une connaissance technique spécifique. C'est voilà, tu es le maître entre guillemets sur ce sujet-là. On te fait confiance. Propose-nous les solutions. Mais voilà, faut que tu sois capable d'aller au-delà de ce que le client veut et lui entre guillemets imposer ce dont il a besoin. Et ça, c'est pas facile. Mhm. C'est pas simple. Ça va au-delà de la technique et c'est un truc qu'il faut apprendre, je pense. Ouais, ouais, c'est du cadrage de projet, de négociation, enfin un peu de la communication. Enfin, il y a beaucoup de choses, Ouais, beaucoup de soft skills qui fait aussi la différence. c'est ça. Et cette mission-là, vu qu'à la base, c'était un CDI, ils Ouais. n'étaient pas forcément budget global à la base. Comment tu as fait pour négocier ton TGM, si tu peux en parler? Ouais, alors en fait, pour le TGM, en soi, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Alors, j'ai eu moins que ce que je voulais. Moi, je voulais du 600, mais full remote, 600, et au final, je suis à 520, alors ce qui est en dessous de ce que moi je voulais. Maintenant, c'est ma première mission en freelance. J'avais 6 ans ensuite, donc de CDI. Première mission freelance, j'ai fait le choix, en fait, moi, d'accepter ça parce que alors, j'ai négocié avec eux. On a échangé, 600 c'était trop. On est passé à 520. Après, moi, ce que je me suis dit, c'est que on est en full remote. On a donc des conditions là qui sont géniales. La tech lead, elle est top. J'ai échangé avec l'équipe, ça avait l'air vraiment bien. Le fit est cool. Et là, je suis seul sur ma mission. C'est-à-dire que je peux demander de l'aide parce qu'on est plusieurs sur l'équipe, mais on est dispatché sur les différents problématiques et métiers, engineer, analytics engineer, scientist et autres. Mais il y a que moi qui suis sur ce projet-là. Donc j'ai la main entièrement sur ce que je pense qu'il faut faire, ce qu'il faut faire et comment je vais le faire. Donc ça, c'est en termes pareil de conditions, c'est génial. Ça ne veut pas dire que je m'ennuie ou que je galère parce que je suis tout seul, c'est plutôt que c'est moi qui décide, contrairement à un projet sur lequel tu arrives et où tu dois suivre ce qui existe déjà. Là, c'est moi qui détermine l'angle d'approche sur le projet. Mm. Non, Ça, c'est génial. effectivement, c'est ultra important. Parce que, voilà, on parle souvent beaucoup du TGM, TGM, TGM. C'est important, hein, la thune, c'est ultra important.
Mais en fait, il faut se dire aussi, c'est une mission qui a duré probablement 1 an, 6 mois, des fois 2 ans. C'est Il faut se ça? sentir aussi bien dans la mission, quoi. Bah, exactement. Parce que genre Exactement. là, par exemple, moi, j'étais plutôt à 700 et là, j'ai Ouais. accepté une mission à 680. Ouais. Il me semble, oui, c'était ça, 680 ou 650. Non, je pense, ouais, c'est 650, 660 plutôt. Mhm. La fin de la négociation. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas loin de chez moi, je peux y aller en vélo. C'est une entreprise, enfin, c'est une équipe qui va être construite et donc il y a besoin de créer un peu les standards de ce qui va être mis en place dans l'entreprise. Ça va être, il y a toute une partie sur, je vais être là pour créer les premiers projets, les premières stacks, etc. Donc c'est vachement cool. Toute une partie sur la mise en production, plein de choses que j'aurais envie de développer, j'ai envie de faire, etc. Je me suis dit, bah, en fait, voilà, genre, je suis prêt à faire un peu de sacrifice sur mon TGM pour avoir une mission où je peux y aller en vélo et sur pas mal de choses qui me tiennent à cœur aujourd'hui, qui est la mise en production des modèles et un peu laisser ma patte sur, bah tiens, on va prendre tel techno, on va mettre en place telle chose, etc. Donc je trouvais ça vachement intéressant et je me suis dit, bon, bah, j'avais d'autres missions possibles où j'aurais pu, je pense, avoir un plus gros TGM, mais j'ai voulu privilégier plutôt la mission, type de mission et compétences que je vais pouvoir appliquer dans cette mission-là qui vont me permettre plus tard voilà, d'avoir d'autres missions qui sont peut-être plus en rapport avec la mise en production, etc. Donc c'est aussi un pari sur le développement de mes compétences pour l'avenir, quoi. Ouais, bah ça a été pareil pour moi. Il y avait cette partie-là parce que j'ai eu ensuite deux propositions que j'ai eu pratiquement en même temps. J'ai rien eu pendant 2 mois et ensuite à partir de mi-octobre, c'est arrivé d'un coup. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de déblocage des budgets, les gens sont finis les vacances, déblocage de budget. J'ai eu trois propositions de supérieurs à ça, mais les conditions étaient beaucoup moins intéressantes. Et au final, il y en avait une où les technos et la mission en soi étaient à peu près similaires, intéressantes, avec un TJM supérieur. Par contre, on était sur 2 jours de TT et je me suis dit non. En fait, il fallait que je Ouais, descende sud de Paris, puisqu'il n'est pas très loin, mais en fait, pour ce TJM-là, ça valait pas le coup. Et l'autre, on était sur euh, supérieur. Et par contre, la mission était un peu moins intéressante. ok. Et donc, il y avait ça, partie donc praticité, la mission en elle-même. Et il y a eu aussi le fait que, ça c'est plutôt ce qui m'est arrivé avant, c'est que j'avais une proposition avant, c'était je crois en... Vraiment c'était celle-là en fait. Mais je pensais que j'allais attendre. Mais au final, je me suis dit, en fait, j'ai déjà attendu 2 mois, mais vaut maintenant que je la prenne elle, 520 après avoir négocié, plutôt que d'attendre en fait ne serait-ce qu'un mois de plus, parce que un mois de plus 520, ça me fait 9000 et plus au moins de chiffre d'affaires. Pour les récupérer ensuite avec un chiffre d'affaires, avec un TGM supérieur, ben, en fait, c'est long. Donc, Ouais. autant prendre le mois là avec un TGM inférieur. Quand tu fais le calcul, ben, les 9000 et quelques, tu les retrouves pas si facilement que ça. À moins de Ouais. péter de récupérer un TGM à 650 ou autre. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. Donc, en fait, un mois de démarrage avant TGM inférieur, ça peut valoir TGM supérieur avec 2, 3 mois de décalage dans l'avant. Donc bon, dans le futur. Donc bon, ça c'est ce que j'ai fait aussi comme calcul. Ah non, mais c'est ça. Genre, moi, par exemple, c'était l'inverse que j'avais fait. J'avais eu direct, il y avait une première mission en septembre. Elle s'est arrêtée d'un coup. Il fallait que je trouve une Mhm. nouvelle mission. J'avais une proposition à 560 à la Défense. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, ça vaut pas le coup parce que moi, je suis à 700. Et donc, en Mhm. fait, même si je mets 2 mois à chercher, sur un an glissant, en fait, bah, ça revient au même. Sauf que là, Ah, c'est ça. j'ai 2 mois de trucs. Parce que la différence, elle était plus à 20, mais à 140 par Ouais, jour, quoi. là c'est énorme. Effectivement, ça fait une différence. Et finalement, en 2 semaines, j'ai retrouvé du A700 en full télétravail. Ah bah voilà. Donc voilà, j'étais assez content de ma décision de ne pas aller de l'autre côté. Ah ben clairement. Et franchement, voilà, bah, comme pour toi, moi je regrette absolument pas. Là c'est génial, j'ai mon temps, la mission est top, j'ai la main dessus. Le TJM, c'est pas celui que je voulais, mais ça me va. Et en plus, c'était ma première mission en tant que freelance. Donc, Hmm, à partir de celle-ci, je vais pouvoir créer, produire. Ça m'aidera ensuite pour les prochaines. Et puis là, en plus, je pense même qu'il y a moyen que je négocie sur... En fait, là, on a découpé le projet en phases. Je l'ai découpé en plusieurs phases. Si je... Et c'est pas que là, je donne tout. Pareil, ce sera pour les deuxième, troisième. Mais j'ai
tu donnes tout là sur la première phase parce que si ça marche bien, en fait, la phase 2 et 3 vont se lancer. Et comme là, je suis, en fait, en tant plutôt que data analyst, mais que je fais de l'engineering, je peux aussi négocier ça. Parce que là, Ouais. tout ce que je fais, c'est de l'engineering. Engineer, t'es un TGM qui est supérieur à un analyste. Donc ça, je peux mettre en Mhm. avant. Si ça marche bien et que j'ai fait le boulot correctement, que j'ai livré, je pense que c'est faisable. On Ouais. échange pas mal là et ça se passe bien. Les leads sont compréhensifs et pareil pour le directeur tech. Je pense que c'est faisable. J'en suis pas Ouais. assuré, mais à mon avis, c'est faisable. Donc, si je Non, conserve mais les mêmes conditions plus ça, c'est top. ouais, non, mais c'est ça, parce que du coup, quand tu arrives sur de nouveaux périmètres, tu te dis, bah, ok, d'accord, mais là, c'est plus le même périmètre, c'est plus les mêmes compétences. Du coup, le TGM peut. En tout cas, c'est un moyen de relancer la négociation. C'est ça. Parce que des fois, si par exemple, on est sur la même mission, ça fait 6 mois et qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de le périmètre, s'élargit pas, c'est difficile de ramener sur la table la négociation. Le plus Exactement. facile, c'est 1 an, parce que du coup, même si ça n'a aucune valeur, en fait, le truc, c'est que bah, on sait que tous les ans, il y a des gens, ils demandent des augmentations, etc. C'est dans le truc. Donc, ça va de pouvoir redemander. C'est ça. Là, dès qu'il y a un changement de scope, un changement de projet, ça peut être le moment de renégocier. Même si c'est 5 ou 10 euros, c'est déjà ça, quoi. Ouais, exactement. Sur le mois, ça fait cumuler, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Exact. Et là, tu es engagé jusque quand sur cette mission? Alors La là, visibilité bah, qu'ils t'ont c'était donnée? un proof of concept, pardon. Là, on est au moins sur juin 2025, mais en Hmm. soi, c'était comment ça s'appelle? C'est en gros, c'est la phase, elle est prévue là pour, c'est moi qui fais l'estimation sur juin. Si ça fait moins, en fait, on passera sur la phase 2 et 3. Si ça fait plus, ça fait plus. En soi, moi, j'ai donné en fait une estimation plus large parce que je préfère donner plus et faire moins que l'inverse. Hmm. Mais en soi, il y a pas vraiment de de date d'arrêt, si tu veux. Je Ouais. ne sais pas comment te l'expliquer. On s'est pas dit 1 an, par exemple, ou 2 ans. On s'est dit, il y a cette mission-là, on la pousse et là, c'est jusqu'à juin. Si ça marche, on continue. Ok. Et ça peut aussi, c'est pour ça que moi j'en parle souvent avec la tech lead, c'est voilà, on se met d'accord, on échange pour qu'on soit tous sûrs et que ça continue et que ça plaît également, puisque si il doit y avoir en fait des changements et ou des arrêts, simplement là que je suis au courant, donc on reste comme ça bien systématiquement en échange pour que voilà, je tombe pas du jour au lendemain sur un arrêt de mission. Ok. Donc ça, c'est moins sûr là qu'un CDI peut l'être ou qu'un contrat où on s'est mis d'accord sur 1 an, 2 ans. Mais pour l'instant, ça me va et ça a l'air de coller. Je fournis également le max. Comme ça, voilà, il y a aussi un plus. Voilà, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que la mission Hmm. s'arrête. Donc le projet est indispensable là, à la boîte. Donc voilà, c'est pas aussi sûr qu'un contrat de 1 ou 2 ans, mais ça fonctionne. Et là, souvent, en fait, il y a deux choses. Il y a un peu l'engagement et la visibilité. La visibilité, c'est ce qu'ils disent, bon, bah là, nous, on a besoin d'une ressource pendant 1 ou 2 ans. Et après, tu as l'engagement qui est souvent de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout dépend du contrat, quoi. Exact. Ouais. Et donc là, maintenant, ça fait quelques mois que tu es en freelance. C'est quoi, selon toi, du coup, les premiers avantages? Parce qu'on parle beaucoup de freelance. Là, l'idée d'une personne qui vient de se lancer, c'est quoi les premiers avantages que tu as pu voir, que tu as pu remarquer? Tu as les revenus déjà. On va se mettre au clair. Il y a les revenus déjà. Ensuite, tu vas avoir, et je pense que ça dépend par contre de. Tu vois, moi par exemple, je suis indépendant, vraiment là, sur mon projet. C'est moi qui décide, c'est moi qui gère tout. Mais je suis pas sûr que ce soit pareil pour tout le monde. Parce que moi, je t'aurais dit, en fait, le choix des projets et des méthodes de résolution. Mais je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, moi, c'est mon cas. Et c'est un élément qui est clé pour moi, où, contrairement à d'habitude où tu es transverse, tu décides réellement ce que tu veux faire et tu détermines comment tu vas t'y prendre. On vient Ouais. pas te dire, OK, tu vas faire ça comme ci, comme ça, et en plus, tu vas faire X ou Y tâche. Non, là, c'est, tu es là pour répondre à un problème, tu réponds à ce problème, c'est ton boulot. Donc moi, ça, c'est un avantage clé. Juste après les revenus. Et il y a aussi les compétences. Pareil, je pense que ça change si tu bosses. Enfin, c'est la formation, on va dire. L'apprentissage. Ça dépend parce que tu peux faire, par exemple, une mission de 3 ans chez un même client, où au final, là, tu es, plus ou moins comme un CDI, mais mieux payé. Ça peut être bien, ça peut intéresser. Moi, j'avoue que c'est pas mon cas parce que là, j'apprends beaucoup sur des technos que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Donc, j'apprends beaucoup. Je passais, par exemple, sur SQL.
via du PostgreSQL, et là, je suis sur Snowflake. Donc là, c'est du warehousing cloud avec des spécificités inhérentes à Snowflake. Et ça, tu les connais pas avant. Tu connais SQL, mais Hmm. tu connais pas les spécificités de l'outil. Donc ça, c'est top. Je suis sur du Redshift aussi que j'utilisais avant, mais là, beaucoup plus. Et c'est génial parce que j'apprends, je me forme et c'est des choses en plus ensuite dans mon bagage. Si tu fais ça en fait en tant que freelance pendant 6 mois, un an, où tu changes souvent et où que tu accumules des missions, si tu arrives à en faire par exemple je sais pas moi, en 2/5 ou peu importe, c'est de la compétence que tu acquiers et c'est de la formation que tu vas faire toi aussi au fur et à mesure parce que en tant que freelance, tu dois rester à la page. Tu vois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dois rester Hmm. systématiquement au top. Et si tu te formes pas, ou si tu n'aimes pas te former d'ailleurs, c'est peut-être même aussi ça, si tu n'aimes pas te former, bah, autant que tu trouves une mission de 3 4 5 ans. Sinon, je Hmm. pense que ça vaut pas le coup, ou du moins, c'est pas forcément intéressant en tant que freelance. Alors que moi, là, vraiment, le fait de me former, d'apprendre, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et c'est quelque chose que tu as en tant que freelance et que tu as pas vraiment en CDI. On te fait souvent miroiter à l'entretien possibilités de formation et autres. Ouais. Dans la réalité, on connaît, on les a pas, ces trucs-là. On les a pas. Ouais. Ou des fois, c'est en fin d'année, il faut cramer du budget entre les deux formations qui ont été approuvées par les RH et C'est ça. Et ouais, qui sont pas n'importe forcément quoi. celles que tu voulais. Des fois, on te Ouais. force à faire des formations, mais qui sont juste liées au métier. Ce sont pas celles que toi, tu cherchais. Donc bon, ça, c'est pas génial. Alors que vraiment, en tant que freelance, si tu as bien choisi ta mission, et qu'en plus de ça, tu as l'opportunité bah, de changer assez régulièrement, ça peut être même un an, hein. Un an, c'est bien. En fait, c'est top. T'apprends, et donc tu es de plus en plus efficace. Ouais. Non, je suis d'accord. Là, j'ai fait mes dernières missions, ça a fait 4 mois, 8 mois, 7 mois et là 4 mois. C'était intense du coup. Mhm. En gros, ça veut dire que tu dois arriver et très 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 rapidement, tu dois mettre en place le truc, Ouais. livrer, tout va bien, et à la fin que les gens et faire la passation et que les gens l'utilisent, etc. En plus, c'est que Ouais. sur des choses qui ont la plupart du temps qui ont été vraiment ça. Je suis arrivé, ça a fonctionné, mise en prod et après ça a été intégré direct et repris. Donc ça, c'est trop, trop bien. Tu vois plein de choses, mais après, c'est aussi c'est assez crevant, quoi. C'est Ouais, assez bah, c'est sûr, crevant. ouais. Mais toi, Mais bon, je trouve que c'est vraiment pour la montée en compétences, enfin, faire plusieurs projets dans la même année. À la fin, ton CV, tes compétences, c'est pas les mêmes, quoi. Tu vas monter beaucoup plus rapidement en compétences sur pas mal de sujets différents parce que d'une entreprise à l'autre, ils vont pas avoir la même conception de la data, la même conception je vais donner la même habitude de programmation. Et donc, une fois que tu as vu plusieurs choses, quand tu vas arriver, tu te dis, ah oui, bah eux, ils se rapprochent plus de ça. Mais du coup, ça veut dire que bah, potentiellement, ils loupent quelque chose que j'ai vu dans notre Mhm. entreprise. Donc, je peux leur dire, je peux après leur parler en disant, bah tiens, là, vous organisez de telle manière, c'est super parce que vous êtes plus bon, plus agile, plus flexible sur cette partie-là. Est-ce que vous avez pensé à ajouter ça à votre problématique? Et du coup, on peut devenir même force de proposition, pas que sur les points de vue techniques, mais sur des points de vue un peu organisationnels parce que on a vu comment ça se fonctionnait ailleurs, quoi. Ouais. Et toi, t'es 100% data science ou tu fais autre chose? Bah, en gros, il y a 100% code ACN, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que selon l'entreprise, c'est Ouais. assez mouvant. C'est 100% data science, mais il y a toujours un peu une partie de ML engineer derrière, quoi. Ouais, bah, bien sûr, ouais. Parce Ouais, que, ok. en gros, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Si l'entreprise elle est ultra mature, tu as une équipe de ML engineer qui est dedans. Et c'est rare, ouais, Si- c'est rare. Mais si l'entreprise n'est pas assez mature, en fait, ils vont pas faire une équipe de ML engineer si tu n'as aucun POC qui se met en production. En Bah, bien fait, sûr. l'idée, c'est que l'équipe de ML engineer va arriver quand bah, l'équipe de scientists, là, ils sont peut-être allez, 3-4. Et en fait, ils n'arrivent plus à tout mettre en production parce que, OK, ils savent mettre en production des choses, mais pas de manière aussi efficace et aussi Que automatisée pourrait le faire que le pourrait le faire MLOps. Ouais. un MLOps, quoi. Ouais, Donc, ok. c'est à un moment donné où tu rencontres ces problématiques-là, on va se dire, OK, là, on va prendre un ML engineer qui Ouais. Ouais, va ouais, ouais. emmener les bonnes pratiques, etc. Mais en attendant, tu fais un peu comme tu peux. Et après, comme tu peux, ça veut dire que t'es pas tout seul. En gros, tu as toujours une équipe DevOps qui traîne, qui peut venir en support pour t'aider, quoi. Même s'ils font pas Ouais. de machine learning, ils viennent, eux, ils ont la compétence. C'est comme, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait de la cybersécurité dans toutes les équipes. Tu as toujours une équipe cybersécurité qui est en support et qui peut venir aider sur le projet, voilà, quand on a des problématiques liées à ça, quoi. Ouais, puis de toute façon, c'est vrai que c'est un petit peu comme tout. En fait, tu scales
au fur et à mesure. Voilà, au début, ça fonctionne, le use case, il est fonctionnel, il est en prod, ça marche. Ok, c'est peut-être pas la manière optimale de, mais ça marche. Et au final, c'est ça qui va compter Mm. pour le business. Et après, si jamais il y en a de plus en plus et qu'on est plus capable de gérer, bah là, équipe DevOps. Je comprends, ouais. En même temps, ouais, tu vois, c'est pareil partout. C'est vrai que des fois, on imagine que, certaines boîtes imaginent que il faut systématiquement avoir la crème de la crème pour tout. Et en fait, t'avances pas. Voilà. De vous Mm. mettre un use case ou deux use cases en prod, ça marche, hop, on est top. Et après, on fait évoluer plutôt que de traîner en fait 5 6 7 use cases qui finalement sont jamais mis en prod parce qu'on voulait absolument faire le top du top. Ouais, c'est une vision, Ouais. c'est sûr, ouais. Bah, Mais c'est en bien. fait, c'est un peu, ça suit un peu la méthodologie un peu lean startup, quoi, où tu fais des POC et tu fais des itérations. Et l'idée, c'est pas forcément avoir directement la meilleure architecture avec tous les suivis de modèles, l'information, les observabilités sur tout, etc. Si au final, en fait, bah, ton projet, parce que ça dépend aussi du ROI du projet, quoi. Si des Bien, fois, bien une sûr, méthode ouais. super simple et que ça fonctionne et que le ROI est là, et que le ROI est pas très élevé, mais en fait, toute l'ingénierie que tu mets derrière, en fait, ça va rendre le projet déficitaire, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Exact. Donc, Exact. Donc, autant rester comme ça, ouais, c'est tant que ça, ça ouais. marche. Ouais. Donc, voilà. Après, je veux dire, c'est quand même projet dépendant, il y a quand même pas mal de choses, mais Ouais, bien sûr. c'est ce qu'il faut rester agile un peu sur la manière de fonctionner et pas dire, bah oui, en fait, un MLab, c'est ça, il fait que ça, un Cinti, c'est ça, il fait que ça. Bah, en même En temps, c'est rare. fonction, C'est ouais. ça que je pense que c'est, même dans les grosses boîtes, c'est rare d'avoir, en fait, une délimitation aussi stricte des postes. Voilà, c'est Mm, rare d'avoir un business analyst qui fait pas de data, un data qui fait pas de business, ou un science qui fait pas d'engineering. Ça existe presque pas. En fait, t'es obligé, parce que comme on est systématiquement, en fait, sur les mêmes outils, ouais. avoir le warehouse qui est un petit peu au centre de tout ça, tu es obligé un petit peu à chaque fois d'avoir une connaissance. Alors, voilà, engineer, en tant que data analyst ou science, il t'en faut un peu. En tant que site, il te faut de l'analyse. Enfin, bref, ça se retrouve un petit peu systématiquement et c'est vrai que c'est impossible, je pense, à moins voilà, d'avoir une boîte avec, je sais pas, moi, 100 engineers, 100 analystes, d'avoir vraiment que ça. T'as déjà vu, je sais pas toi, moi j'ai jamais vu une boîte où l'analyste, il récupère la donnée toute propre du warehouse. J'ai jamais vu ça. Bah, je sais que chez Decathlon, pour moi, ils avaient une équipe qui faisait l'analyse. Et après, à côté, Ouais, ils avaient une autre équipe qui faisait de la BI. Et ouais, ils faisaient que la partie. Enfin, ils avaient quand même délimité ce truc-là. Donc, en fait, plus tout augmente. Après, la BI, forcément, ils faisaient des flux. Tu vois, ils faisaient pas. Mais je sais qu'ils avaient quand même bien compartimenté les trucs. Et l'idée, c'était qu'il y avait des data engineers qui mettaient les dashboards, enfin, qui mettaient les données claires et eux reprenaient les données. Mais ah c'est bah vrai que ça c'est bien. c'était en 2017. Là, je sais pas aujourd'hui s'ils s'en sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu en plus que eux, je crois qu'ils donnent beaucoup la main aux analystes. J'avais vu Hmm. qu'ils mettent très en avant DBT. Et justement, ça permet aux analystes, avec une compétence un peu en SQL, de créer, faire de l'OLT. Et à partir de ça, en fait, si l'analyste sait faire son OLT, bah après, derrière, fais ton analyse. Et ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que d'habitude, il faut passer par des demandes aux engineers pour le nettoyage. La transfo, c'est un peu chiant. Et ouais, j'avais vu ça, c'est vrai. Ils mettent très en avant DBT. J'avais même vu plein de Babla, là, en 2000 là, cette année, quand je recherchais. Il y avait pas mal de demandes de Decathlon, ouais, pour de l'analyste et analytics engineer avec du DBT. Hmm. Donc, je pense qu'ils ont continué, ouais. Et c'est même encore plus maintenant notable, je pense, cette, euh, ce compartimentage-là. Ça dit compartimentage? Oui, ça se dit, je crois. Donc, c'est bien, ouais. Et Top. Mais c'est vrai que c'est rare, ouais, c'est rare. non, ouais, ça dépend. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a quand même la plupart des entreprises ne sont pas vraiment matures sur ces sujets-là, sur ces modes Hmm. de fonctionnement-là. Ouais. L'idée, c'est un peu, à la base, tu l'incorpores un peu comme tu peux. Et quand ça commence à avoir des résultats, etc., tu te dis, bon, comment je peux faire en sorte que ce soit plus efficace? Et la Exact, première ouais. étape, c'est pas d'avoir la meilleure approche du monde dès le départ, parce que déjà, la meilleure approche, elle dépend de la maturité de l'entreprise et où t'en es, est-ce que ça fonctionne ou pas, quoi. Donc l'idée, c'est d'abord de Mhm. regarder que ça marche, et si ça marche, comment on s'organise au mieux. Exact. Donc là, toi, t'es t'es pas en auto-entreprise encore, Non, t'es en, comment dire, en portage. Est-ce ouais. que tu peux expliquer rapidement ce que c'est le portage et pourquoi tu as pris ce choix-là? Alors, le portage, en fait, le fonctionnement du portage, c'est qu'on va être
porté, c'est le nom, par une entreprise qui va te salarier, en fait. Donc, tu vas garder les avantages que tu pouvais avoir quand tu étais en CDI. Alors, la contrepartie, c'est évidemment que les charges sont supérieures à ce que tu aurais en micro, par exemple, mais tu as je pense que c'est l'entre-deux, en fait, en termes de sécurité entre le CDI et la micro. Si tu commences par la micro, tu gagnes en salaire, évidemment. Par contre, voilà, tu payes plus de charges. Donc, le partage, c'est ça. C'est tu es salarié, en fait, par une boîte. Tu es freelance, mais tu vas être salarié avec une fiche de paye, comme un CDI classique, tout en restant freelance. Donc, tu vas quand même facturer le TJM. C'est la boîte, au final, de portage qui va facturer au client et qui va te fournir un salaire comme un CDI sur la base de ce que toi tu factures. Donc, tu vas Hmm. récupérer ensuite donc, cette sécurité par rapport à toutes les personnes qui sont en libéral, par exemple, qui ne peuvent pas forcément prendre un logement, un crédit, etc. Donc, toi, tu vas pouvoir le faire en portage parce que tu as ta fiche de paye comme un CDI. Tu as tout ce qui est lié à la mutuelle, tout ce qui est lié à la retraite, le chômage et autres. Et tu as tes tickets resto. Enfin bref, tu as vraiment, je pense, comme ça fait c'est récent que je suis dedans, mais je pense que tu as virtuellement tous les avantages du CDI Ouais. en plus d'un salaire supérieur. Et du coup, ça coûte souvent assez cher quand même. Ouais, c'est ça. Moi, si tu, bah, de toute façon, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Si tu fais le calcul entre ton CA et ton net, admettons après impôt, je pense que tu dois être aux alentours de 45-50%, je dirais. Ouais. T'enlèves de ton CA à peu près ça, voire même peut-être un peu plus, je sais pas. T'es dans ces eaux-là, quoi. Ouais, c'est après tout dépend de Ouais, l'impôt bien sur le sûr. revenu. Parce que C'est là, ça, directement, c'est comme ça. tu l'as dit, sur l'impôt sur le C'est ça. Est-ce revenu, que tu maximises, est-ce que non, mais t'es dans ces eaux-là à peu près, ouais. Donc c'est c'est quand même ça. un gros abattement. Ouais, Voilà. Après, voilà, tu as cette sécurité du CDI que tu conserves tout en facturant ton client comme un auto-entrepreneur classique. c'est ça. Le temps d'entrepreneur, par contre, ce qui t'arrive dans la poche, c'est plutôt autour de 70, Ouais, en 60-70%, tout ouais, dépend comment tu optimises. Donc exact. il y a quand même un gros gap. Ouais. Mais, et toi, du coup, pourquoi toi, je suis ce côté-là, c'est plutôt pour la sécurité? Non, moi, c'est pas du tout pour la sécurité, parce qu'en soi, si je passe freelance, c'est vraiment pour les revenus et pour faire ce que je sais faire avec des clients que je vais choisir. C'est parce que en fait, quand j'ai quitté la Société Générale, j'ai pas réussi à avoir simplement donc de rupture conventionnelle. J'ai essayé, Ouais. mais j'ai pas réussi. Il y avait un grand plan je sais plus comment on appelle ça, Le mais une départ, sorte de volontaire, non? RCC, rupture collective Hmm. et plan de départ exactement. Donc ça a été refusé. Bon, tant pis. Donc je me suis rendu compte qu'avec le portage, et justement c'est dans le cadre de la formation que j'ai appris ça, Ouais. dans le cadre du portage, en fait, on peut réussir à récupérer des droits chômage auxquels on a le droit quand on va créer sa micro-entreprise et qu'on aurait perdu si on n'était pas passé par là. Donc en fait, en passant par le portage pendant un temps, ensuite on peut en fait se faire réouvrir les droits au chômage et donc récupérer les 60% des droits au chômage auxquels on a le droit quand on monte son auto-entreprise. Donc c'est pour ça que moi je passe par le portage là pendant quelques mois et ensuite je passerai normalement si tout se passe bien en auto-entreprise parce que bon j'ai fait les analyses et puis même aussi par rapport à la formation j'ai vu un petit peu le bench de pourquoi et du comment et pour moi par rapport aux différentes aides auxquelles j'ai le droit, par rapport à mon revenu de référence, par rapport Hmm. à ce que je fais, mon TGM et autres. Plus intéressant pendant là un an de passer en micro et après je verrai. Hein, j'aurai le temps là, mais je verrai par la suite est-ce que je passe en entreprise, qu'est-ce que je fais, je sais pas encore. Ouais. Bah, l'idée, c'est qu'une fois que tu es en portage pendant 6 mois, enfin, 6 mois, c'est bien. Enfin, eh ben, on peut faire une rupture conventionnelle parce que du coup, elle accepte forcément le portage parce que c'est tes sous en fait, qui vont C'est payer tes, ça, tes indemnités. Donc, eux, ils s'en foutent un petit peu. Et ça te permet de débloquer deux aides qui sont super importantes. Il y a l'ACRE et il y a l'ARS. Du coup, l'ACRE, ça va diviser par deux ta prestation sociale. Donc, c'est ça ça. veut dire que pendant un an, on passe pour passer du CA au net, au lieu soit de 22%, ça va être à 11%. Donc ça fait Exact. que tu gagnes 80, Ouais. 90% de tes revenus.
Et tu as l'ARS, ça veut dire que ça va convertir 60% de tes droits au chômage pendant 2 ans en deux versements, une C'est ça. directement et une 6 mois après la création d'entreprise. Ouais, Donc, ça peut faire quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, les deux réunis. Donc, c'est pas forcément négligeable. C'est pas exact. forcément facile pour tout le monde de les avoir avec le côté portage, etc. Parfois, il y a des gens qui sont dans l'urgence. Et en fait, du coup, tu te dis, bah, vaut mieux prendre la mission maintenant et faire l'auto-entreprise parce que ça te fait une après-midi que de se compliquer avec comment dire, Le avec portage. du portage parce que, en fait, du coup, tu vas facturer 1, 2, 3 mois supplémentaires. Et en fait, ça, bah, du coup, c'est l'équivalent des aides que tu auras après Ouais, et c'est exactement, plus ouais. simple. C'est ce qu'on disait Exact. avant. C'est un peu, il y a un coût d'opportunité. Tout dépend la mission quand elle va repartir, quand elle va passer, et quand elle va se lancer, etc. Et tout quoi. Donc il y a toute cette partie-là à prendre en compte. Donc ça, c'est super quand on peut le faire. Faut pouvoir le faire. Exact, ouais. Toi, t'es rentré directement. T'as fait quoi, toi? Micro directement? Ou Alors moi, qu'est-ce que t'as fait, toi? j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. À la base, j'étais en auto-entreprise à côté de mon CDI. Ouais. Sauf que c'est un CDD. Et donc, à la fin Ok. d'un CDD, bah, j'avais le droit au chômage. Et Hmm. j'ai pris, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait une SASU, touché le chômage pendant Ouais. 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai touché 1800 balles. Donc voilà, j'avais pas trop le choix. Par contre, ça faisait que, du coup, comme j'étais en SASU, en fin d'entreprise, tu peux pas cumuler le chômage et le taf parce que tout ce que tu gagnes en auto-entreprise, c'est du salaire. Là, Ouais. en SASU, je pouvais le garder et je pouvais faire des achats immobiliers, des achats en bourse, etc. Ça fait que pendant 2 ans, je peux faire de l'investissement avec tout l'argent que je facture. Et ça fait qu'une fois que j'arrive à la fin de 2 ans, c'est comme si tu avais épargné voilà, les 10K qui tombent tous les mois, bah, c'est 10K qui sont épargnés pendant 2 ans. Et donc à la fin, tu as un sacré pactole. Donc voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, ça faisait déjà 3 ans que j'étais en entreprise et je savais que j'avais déjà pété le plafond une fois et que Hmm. là, c'était qu'une question de temps Faut que t'en sortes. pour Ouais. que j'en sorte. Donc je me suis dit, bah tiens, en fait, les quelques mois qui me restent, je vais les virer tout de suite. Ça me permet de lever 60%, ça me donne 100% du chômage. Ouais. Et bah, ça veut dire que pendant 2 ans, tu te serres un peu la ceinture par rapport à tout ce que tu factures, tu ne te payes pas Ouais. beaucoup. Mais ça permet d'investir pour l'avenir et que tu arrives, tu te dis, bon voilà, j'ai capitalisé une bonne partie pour ma retraite en seulement l'espace de 2 ans, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, ce que tu as fait, c'est quand tu étais en SASU, tu avais et le chômage et ce que tu facturais, c'est ça? En fait, j'avais et le chômage Ouais. Ouais. et ce que je facturais était à mon entreprise. Donc je me le Ah, versais pas et ouais. tu peux directement faire ce que tu veux avec. Ok, d'accord. Donc, en fait, entre guillemets, tu vivais sur le chômage et Voilà. tu utilisais, ok, d'accord, tout ce que tu avais via la SASU, ok, d'accord, pour investir et autres. Ça va faire, du coup, tu peux faire de l'immobilier, tu peux même acheter alors que tu es au chômage. Tu peux acheter alors que tu es au Hmm. chômage de ton entreprise. Si tu as assez Ah ouais, c'est pas d'apport, tu peux le mal. faire, quoi. Ok. En fait, il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut un CDI pour acheter. Moi, j'ai acheté, alors j'ai acheté un lot de un appartement, une maison, alors que j'étais au chômage, quoi. Ok, d'accord. Mais au final, parce qu'après, j'imagine que ça dépend du profil, mais tu conseilles au final de conserver le chômage classique et monter sa SASU ou faire la récupération là, de l'ARS et micro. Ça dépend, ça dépend. En gros, la question, c'est est-ce que tu as envie de vivre avec 1800 euros pendant 2 ans? Ouais, Ou est-ce ouais. que tu as envie d'avoir ton salaire à 8000 euros, quoi? Hmm. C'est juste une question d'envie, de besoin. Je sais que moi, je suis pas un grand dépensier. Puis en Ouais, fait, moi non plus. ça fait déjà 2 3 ans que j'étais en auto-entreprise à côté de mon taf. Donc en fait, il y avait pas mal d'argent de côté. Et donc je pouvais, même avant 1800 je pouvais dépenser un peu plus. Donc, moi, je dépensais à peu près 2000 par mois. Ça m'allait très bien. Et donc voilà, ça dépend ce que l'on a envie de faire, ça dépend si on a envie d'investir derrière. Si on n'a pas envie d'investir et que ça dort sur la SASU, bon, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. En plus, au final, si tu as que 1008, mais qu'en fait, tout ce que tu vas facturer dans le cadre de la SASU, tu peux l'utiliser pour de l'investissement. Au final, Ouais, c'est génial. Parce ah que ouais, ça veut c'est dire quoi? nickel. Ça veut dire que les 1800, ce serait juste pour le loyer, on va dire, et les petites dépenses. Et après, tout le reste, au lieu, par exemple, tu sais, de faire de T'as pas de l'épargne. mettre de côté, ouais, t'as pas de C'est mettre ça, de ouais, côté. tu prends directement dans la SASU. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais, non, ça peut être intéressant.
Et il y a plein de choses. Moi, ce que je conseille souvent aux personnes, c'est plutôt, enfin, tout dépend s'ils veulent faire de l'investissement, machin, ils peuvent être comme ça. Mais la problématique, c'est que c'est ta SASU qui a la thune, et du coup, elle va être retaxée à chaque fois que tu vas te le reverser du fruit de tes Hmm. investissements. Moi, ce que je recommande souvent, et ce que j'ai fait au début, en fait, c'est que pendant 2 ans, tu commences, tu es dans ton entreprise. Pendant 2 ans, tu pètes les plafonds. Et là, tu as de l'argent pour toi. L'argent, il est à toi, il est à ton nom, et il va plus taxer. Une fois que tu as fini à ça, du coup, tu n'as pas mis pas mal d'argent de côté. Là, tu peux créer une SASU ou je ne sais quoi. Tu peux investir en dans la SASU parce que toi, à ton compte, tu as déjà pas mal d'investissements. Tu n'es pas obligé Ouais, de d'accord. tout te verser. Ok. Donc, au niveau fiscalité, c'est plutôt intéressant. Ouais, ok, d'accord. Je note. Très bien. Donc là, tu as commencé l'aventure freelance. Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui veut tenter l'aventure? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ouais, parce que je pense que je pense que ça part pas de rien. C'est de base, je pense que tu as une volonté de le faire. Donc, ceux qui souhaitent le faire de base, 100%. Il faut y aller. Ensuite, ceux qui sont en CDI, je pense qu'il y a une question à se poser. Moi, au final, j'ai ma réponse, mais c'est est-ce que finalement, cette sécurité que vous visez en CDI, ben, est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est juste une impression? Parce que, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans le cadre de la data, c'est vrai que c'est peut-être différent pour d'autres, mais dans le cadre de la data, cette précarité-là des freelances, ça n'existe pas vraiment. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus difficile que apparemment avant. Moi, j'étais pas dedans, mais c'est ce que tout le monde me dit. Mais quand même, il y a quand même beaucoup d'offres, il y a beaucoup donc de demandes. Il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut y aller. Parce qu'en termes de Hmm. revenus, déjà, si vous voulez investir ou même acheter ce que vous voulez, c'est le top. Et puis, vous avez aussi la main sur vraiment ce que vous souhaitez et voulez faire. Après, il y a aussi des divisions, parce que moi, là, tout de suite, j'en suis encore au statut freelance qui ressemble un peu à un CDI. Mais c'est vrai que moi, ma vision par la suite, c'est, en tant que vraiment entrepreneur, c'est créer ma boîte. C'est vraiment ensuite devenir soit conseil, soit proposer je sais pas moi, avoir des salariés ou autres. Donc, c'est cette vision-là, je pense aussi qu'il faut avoir sur le long terme. Parce que c'est vrai que si c'est Hmm. juste pour rester classique salarié, mais freelance, ben, il y a quand même le revenu. Donc c'est sûr que c'est top, dans tous les cas. Ouais. Mais je pense, voilà, derrière, il y a une volonté quand même d'être chef d'entreprise. Et je pense que là, c'est vraiment tout l'intérêt. Et moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Si c'est je me répète, mais si c'est une idée qui est dans la tête, il faut se lancer parce que c'est top. Et au final, c'est le meilleur moyen de savoir si oui ou non ça va plaire, quitte à revenir par la suite en CDI. Au moins, ça aura été une expérience et il n'y aura pas de regrets. Et si c'est pas du tout une idée, mais que vous prenez connaissance de l'existence de la freelance, en tant en tout cas que data, il faut y aller. Il y a des opportunités, il y a des revenus qui sont totalement différents, des possibilités aussi, puisque voilà, vous allez peut-être faire à 100% ce que vous faites là, alors que là, vous êtes transverse. Donc voilà, Hmm. faites-le en freelance et vous allez pouvoir répondre spécifiquement aux besoins auxquels vous savez répondre. Et au final, ce sera peut-être même plus comme un boulot pour vous, parce que vous ferez que ce que vous aimez faire. Ouais, moi, je pense qu'il faut se lancer. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. Est-ce que tu as un livre ou un contenu que tu recommandes souvent? Pas forcément du coup sur le freelance, parce que bon, il n'y a pas forcément. Enfin, si tu en as, tu peux le partager. Mais Mhm. également sur voilà, le côté data analyst, BI, etc. Alors, bah, il va y avoir le truc là, la boîte à outils, même la boîte de formation, on a des cool. Mais par contre, sinon, sur la partie BI, je recommande pas, moi, tout ce qui est lié à Power BI, Tableau ou autre, parce que pour moi, ça, c'est l'après. En fait, pour moi, là, le plus important, c'est vraiment la compréhension des modèles de données, la modélisation. Et s'il y a un livre qui est un peu difficile à lire, mais ça date en plus, hein, il date de 2014 ou 15, je crois, mais en fait, c'est d'actualité aujourd'hui. C'est Data Warehouse Toolkit. Je Ok. sais plus c'est de qui, c'est Kim Ball, je crois. C'est lui, c'est l'un des précurseurs de tout ce qui est lié au data warehousing. C'est le Data Warehouse Toolkit, je crois. Ce livre, il est complexe et par contre, il est extrêmement, extrêmement euh, bien expliqué
parce que il y a des cas d'usage sur chaque secteur. Tu as de Ok. l'assurance, tu as du retail, peu importe. Et ça, c'est la base de tous les systèmes BI qui existent. Le modèle, le star schema, le snowflake, les slow changing dimensions, bref, le clustering, tout, c'est la base de tout ce qui est la BI. Donc, si on connaît ça, en fait, tu peux l'adapter ensuite à, je sais pas moi, que tu sois sur Redshift ou sur GCP, peu importe. Ça s'adapte très facilement. Mais si tu connais ça, la BI ensuite qui va découler cette connaissance-là, ce sera le top. Vraiment en termes de performance, en termes d'optimisation, en termes même de compréhension classique du business. Tu as vraiment aussi également une description donc, des métiers, des différents métiers là-dedans. Lire ça, ça t'en apprend plus que tu pourrais en apprendre en, je sais pas moi, en 1 an ou 2 ans. Le livre, il est génial. Il date, mais il est Ok. génial. Je vais le mettre en description pour les personnes qui Yes. veulent avoir la ressource. Ouais. Est-ce que tu as une citation, un proverbe qui te guide régulièrement? Euh, hmm, qui Une me façon de motive? penser, un Ouais, non, truc, non? je pense pas. Des fois, il y a un truc, c'est plutôt, je sais même pas si c'est c'est pas un proverbe, c'est plutôt une phrase, je sais même pas d'où ça vient, je pense là, ça doit venir d'un western, un truc comme ça à l'ancienne, mais souvent réutilisé dans les musiques, c'est A man's gotta do what a man's gotta do. Et en gros, c'est à partir du moment où tu veux arriver à tes fins, tu vas juste devoir faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, par exemple pour la freelance, si tu veux le faire, bon, en fait, le seul moyen de savoir si oui ou non ça te fait la freelance, en fait, c'est de te lancer. Ouais. Donc, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas te former, tu vas payer, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vas payer parce que ça va être l'un des meilleurs moyens, en tout cas quand tu tombes sur une bonne formation, d'apprendre ce que tu souhaites apprendre. Voilà, il faut mettre les moyens si tu veux atteindre en fait un objectif. Et ce serait ça, ouais. Ce serait ça, moi, ma phrase. C'est pas un proverbe, c'est une phrase. Non, ouais, c'est C'est trop ça bien. pour moi. Il faut faire Et, ce qu'il faut faire pour arriver à ses fins. et là, du coup, c'est un peu ton dernier moment. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Euh, Eh ben, franchement, c'est peut-être lié à ce qu'on me disait sur le pourquoi devenir freelance et se lancer. Franchement, allez-y. Moi, je pense que je débute à peine, hein, donc je vais pas faire celui qui s'y connaît, mais je pense que déjà, juste le simple fait de changer, parce qu'on a toujours été formaté à être en CDI, c'est la base, c'est le Graal, c'est ce qu'il faut faire. Juste, même si vous n'avez pas forcément envie, moi, je vous propose et je vous suggère de passer freelance juste pour avoir cette connaissance de quelque chose de différent. Après, vous voyez, est-ce que ça vous plaît pas, mais je pense que c'est toujours intéressant et important dans la vie de tester des choses qu'on connaît pas. Ça veut pas dire qu'on va aimer. Ce que je veux dire, c'est que le fait de tester des choses qu'on connaît pas, ça peut être que positif au final. Et je vous suggère, moi, de le faire. Passez freelance, passez auto-entrepreneur, passez au portage, ce que vous voulez. Regardez à quoi ça ressemble. Vous faites une idée. Et après, voilà, vous passez CDI si vous voulez, ou vous revenez, peu importe. Mais voilà, faites ce test. C'est une expérience, je pense, de vie. Faites le test et choisissez par la suite. Top. Bah, merci Daniel, c'était super comme conversation. Ça a aidé, je pense, pas mal de personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent trouver une première mission, ou en tout cas qui sont curieux d'en apprendre plus sur le freelance. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et toi, avant peut-être qu'on se quitte, tu as un truc, toi, qui te motive, une phrase ou quelque chose? Au Ouais, j'ai quotidien, pas. admettons. Au quotidien. Bah, moi, c'est un peu, enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'était qu'en soi, quand on a envie de faire quelque chose, tu vois, faut pas trop se poser de questions, faut essayer. En gros, vaut mieux avoir un peu des remords que des regrets. Ouais, je suis Vaut mieux se d'accord. dire, bon, bah, ok, j'ai tenté, bah, c'est pas mon truc, et ben, c'est pas grave, tu vois, j'ai tenté. Et en soi, en fait, si vous passez freelance et que finalement, bah, ça vous plaît pas ou moyen, ou vous préférez être un peu plus tranquille, en fait, il n'y a rien qui vous empêche de trouver un CDI, quoi. Le Bah marché, ouais. on a de la chance d'être dans le data où le marché est quand même, même s'il est un peu plus compliqué qu'auparavant, tu veux chercher un CDI, tu as quelques années d'expérience, bah c'est pas instantané, mais bon, quand même, tu as quand même assez d'offres très très rapidement, quoi. Je suis d'accord, ouais. Ouais. Donc voilà, moi je dirais aux personnes, enfin moi je dirais, bah, vous avez envie d'essayer quelque chose, bah juste essayez, quoi. Et puis, bah, après, ça ne veut pas dire qu'il faut brûler ses bateaux, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut directement Mhm. démissionner, etc. Mais au moins, voilà, envoyer des dossiers de compétences, tester le marché.
et vous allez voir, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, bah tant pis. Si ça fonctionne, bon bah testez quoi. Ouais, ok. C'est ça, je suis d'accord, moi, de toute façon. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous aussi vous voulez vous lancer en freelance, n'hésitez pas à réserver un appel avec le lien en description avec une personne de notre équipe pour savoir comment on peut vous accompagner pour réaliser votre projet. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode.